Voilà, donc merci à toutes et tous. Et on va donner la parole à Madame Crou, la présidente de l'association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing. Donc bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue ici à l'IRTS. Je veux remercier le directeur général de l'IRTS, Monsieur Bertrand Copin, le président Cyriaque Cacheux, de nous permettre de nous réunir dans ce lieu dédié à la fois à la formation et à la recherche. Les liens entre l'association et l'IRTS ont toujours été étroits, tant par notre présence, participation au conseil d'administration, puisque le directeur général de l'association, M. Thierry Fontaine, est administrateur, les stagiaires que nous recevons et les salariés que l'association envoie en formation, mais aussi par la confiance témoignée à l'un de nos ESAT dans l'entretien des espaces verts de tout le site. Je remercie vivement Patrick Guins, directeur de l'association, et Cathy Brion, assistante de direction, et au travers d'eux, l'ensemble des salariés qui participent à la commission recherche associative pour l'organisation et la préparation de cette journée. Je remercie très chaleureusement l'ensemble des intervenants d'avoir accepté de contribuer aux travaux d'aujourd'hui. Je voudrais souligner également que l'association s'inscrit dans une dynamique de réseau de recherche de l'UNAPI et représentée aujourd'hui par Madame Sophie Biette. Merci Sophie. L'innovation est un des axes stratégiques de notre projet associatif En mouvement pour construire demain. Concrètement, l'association est engagée depuis de nombreuses années sur des projets de recherche et notamment sur le thème de l'autodétermination ou de la santé. Elle souhaite poursuivre et encourager cette dynamique et permettre aux acteurs de terrain, notamment via le levier de la formation, à s'y intéresser, voire s'y engager personnellement. L'un des enjeux est de veiller à ce que les administrateurs, les proches et les professionnels soient au fait des évolutions de la recherche et s'approprient les connaissances produites. Je veux remercier le directeur général d'avoir mis en place cette commission recherche associative dont la vocation est non seulement d'entretenir l'appétence pour celle-ci, mais également d'anticiper les évolutions à venir pour être en capacité d'innover afin d'apporter des réponses toujours plus adaptées aux besoins des personnes et de répondre aux attentes des politiques publiques. Les partenariats développés avec les différentes universités et chercheurs favorisent cette innovation et ils permettent à l'association de mieux construire demain. Avant de laisser la parole à Thierry Fontaine, je veux remercier les jeunes et les professionnels du DAM du Roitelet pour avoir préparé et servi le petit déjeuner. Je veux également remercier le Bistrot Papillon. C'est un restaurant inclusif géré par l'association qui se trouve à la Ligue des Flandres de tennis de Marc-en-Barœul. Je remercie vivement les travailleurs et les professionnels. Je vous souhaite donc une bonne journée à toutes et à tous, ainsi qu'un bon colloque. Je vous remercie pour votre écoute. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, c'est un enjeu et un bonheur que de réunir dans ce lieu de formation qu'est l'Institut régional du travail social une communauté de personnes composée de personnes accompagnées, accueillies au sein de nos établissements, nos institutions, de familles, de professionnels, de membres du conseil d'administration, d'étudiants, de chercheurs de France et d'autres pays. Je tiens à souligner l'engagement historique de l'association dans cette envie de progresser, d'améliorer les pratiques avec un investissement dans la recherche, dans une approche d'ouverture vers le monde scientifique, dans une dynamique d'action-recherche pour permettre l'évolution, l'ouverture vers l'épanouissement, l'autodétermination, la démarche inclusive pour faire évoluer nos institutions. Cet événement, cette journée,
est l'occasion de rappeler l'intérêt que la recherche peut avoir pour les acteurs du médico-social. La recherche permet de réunir des personnes qui ne se rencontreraient peut-être pas autour d'une question qui croise les regards, les expériences, le vécu. La triple expertise, personne accompagnée, famille, professionnelle, peut trouver son épanouissement dans cette dynamique. La recherche peut permettre de rassembler des personnes qui ne sont pas en accord, souvent en lien avec la posture, la place que l'on occupe autour d'un objet pour mettre en distanciation objectivée et permettre la mise en perspective. Engager une réflexion croisée qui permet à chacun de prendre conscience des difficultés qui se posent aux autres pour qu'ensemble, nous puissions trouver les chemins communs favorables à une évolution positive. Il s'agit de reconnaître les apports de chacun. En tant qu'association, nous apportons nos convictions, nos connaissances, une pratique, une expérience, les chercheurs, la méthodologie, la connaissance de disciplines scientifiques. La vision participative des personnes en situation de handicap appelle à investir d'emblée tous les acteurs et d'inventer ou conforter des méthodes où il n'y ait pas une forme de lien de hiérarchie des savoirs. Cela peut être considéré comme une forme d'utopie, mais je veux considérer que nous puissions accompagner une évolution de la société de manière démocratique où les personnes concernées puissent être au cœur acteurs des évolutions des pratiques, des progrès. Ce partage par la recherche concourt également à la qualité de vie au travail, peut éviter l'usure professionnelle par l'évolution des pratiques, des savoirs, par la dynamique d'ouverture qu'elle permet. Un des objectifs de cette journée et des formations qui s'organisent au sein des établissements est de permettre une mise en pratique des outils qui vous seront présentés par les intervenants que je remercie. Je vous souhaite de fructueux travaux et de passer une très agréable journée. Bonjour à tous, je suis Émilie Roussel et je travaille au Papillon Blanc de Roubaix-Tourcoing et j'ai le plaisir d'animer cette journée que nous allons passer ensemble. Nous allons donc passer cette journée avec différentes interventions tout au long de la matinée et de l'après-midi. En termes de rythme, nous aurons une pause déjeuner à 12h15 et une petite pause aussi à 11h qui vous sera proposée et nous terminerons la journée ensemble vers 16h. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée qui s'annonce passionnante. Pour démarrer, nous allons accueillir Madame Sophie Biette, qui nous fait le plaisir d'introduire cette journée et qui la conclura aussi en fin d'après-midi. Madame Biette, vous êtes présidente de l'ADAPI Loire-Atlantique, qui est une association également très engagée au niveau de la recherche. Et vous êtes également administratrice à l'UNAPEI en tant que référente des troubles du neurodéveloppement. Vous avez été référente vous êtes référente des troubles du neurodéveloppement. Voilà. Et à ce titre, du coup, membre de la commission recherche. Tout à fait. Bon. Et donc, Madame Biette, je vous laisse la parole pour entamer cette journée. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, merci. Alors d'abord, c'est Patrick qui m'a invité. Donc Patrick, visiblement, c'est le directeur qui pilote les actions recherche de votre association et qui fait partie aussi de la commission recherche de l'UNAPEI. Merci Sabine de ton invitation. On a fait connaissance hier. On partage un peu la même histoire. Voilà, on est toutes les deux des parents d'enfants en situation de handicap. Voilà, on m'a demandé d'intervenir parce que, à la fois pour vous dire où est impliquée l'UNAPEI aujourd'hui. Elle est impliquée dans pas mal de réseaux de recherche et puis aussi en lien du coup avec peut-être mon parcours, mais qui aussi est un parcours qui relie aussi toutes ces évolutions qu'il y a autour du handicap. Donc moi, j'ai eu 5 enfants. Ma dernière fille, 32 ans, et elle présente un autisme sévère. Elle est née juste avant la loi sur l'autisme de 1996, qui a considéré l'autisme comme un handicap. Donc voilà, en fait, j'ai accompagné toute cette histoire.
et qui en fait est extrêmement lié aussi aux connaissances. Donc c'est intéressant de voir en quoi les connaissances peuvent impliquer les pratiques. Donc c'est un peu là-dessus que je vais intervenir. Donc voilà Est-ce que, du coup, nous sommes concernés par la recherche? C'est la question qu'on peut se poser quand on travaille dans le médico-social, quand on travaille dans la santé ou quand on est soi-même parent concerné. Alors, diapo suivante. Alors moi, ce qui a bercé mon engagement associatif, il a été très tôt plus vers alors je ne sais pas, je suis tombée dessus, vers une association qui s'était créée en 1983 en Touraine, qui s'appelait Association pour la recherche sur l'autisme, l'ARAPI, et qui était déjà, je pense, la première association de recherche participative avant que ce mot ne devienne à la mode, puisque le conseil d'administration était composé de chercheurs et de parents engagés, et la présidence tournait tous les 3 ans. Et elle existe toujours, cette association, mais en fait, moi, ça a été mon premier engagement associatif, parce que quand Marie est née, j'ai surtout vu, pas tellement de maltraitance, même s'il y a des parents qui se sont plaints de ça, moi j'ai surtout vu une incompétence crasse sur le terrain. Et je dis bien, le mot crasse est très très fort. Donc je voulais comprendre pour agir. Et puis ça a été ma rencontre avec les écrits d'Éric Schopler, qui pour ceux qui le connaissent, c'est celui qui a mis en place l'approche Teach en Caroline du Nord aux États-Unis, et qui en 1974, vous savez, c'était l'époque où les parents étaient extrêmement critiqués, notamment les mamans, par rapport à l'autisme, et qui pratiquaient plutôt ce qu'on appelle la parentectomie, c'est-à-dire qu'il valait mieux séparer l'enfant de ses parents. Et il écrit ça. Contrairement aux chercheurs, ces parents ne pouvaient pas laisser de côté des questions pour lesquelles aucune méthodologie n'avait été établie. Contrairement aux cliniciens, ils ne pouvaient pas transférer l'enfant ailleurs parce qu'ils n'étaient pas formés pour gérer de tels problèmes. Et c'est parce qu'ils ont poursuivi leurs études, malgré leurs échecs, leurs frustrations et leurs défaites, qu'ils sont devenus de si bons enseignants. Voilà, donc ce texte, alors il est beaucoup plus long que ça, je pourrais le vous faire parvenir en entier, parce qu'il pourrait être affiché dans toutes les entrées de tous les établissements médico-sociaux. Et en fait, c'était cette place des parents, et au fur et à mesure de parents que je rencontrais, que je me sentais qu'il y avait ce côté extrêmement chercheur, tête chercheuse de la part des parents. Alors après, ils ne rentraient pas forcément ça dans les fourches codines de la recherche, mais en tous les cas, je trouvais qu'on ne s'appuyait absolument pas assez sur leur expérience et leurs connaissances pour construire des programmes d'intervention. Diapo suivante. Donc voilà, donc mon histoire, c'est ça. Donc l'histoire, alors justement, je vais vous le faire à partir donc l'exemple de l'autisme dans cette place d'entrée, je veux dire, des personnes concernées dans la recherche a été assez... voilà, je l'exprime par ces quelques images. Alors la grande révolution dans l'autisme, donc une révolution du coup de connaissances, c'est la sortie du DSM-3, donc la classification diagnostique des troubles mentaux, où l'autisme est passé en 1980 de la psychose à un trouble du neuro... Non, à ce moment-là, on ne disait pas du neurodéveloppement, mais du développement. Donc, c'était une vraie révolution conceptuelle dont la France ne s'est pas vraiment saisie tout de suite, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que s'est créé à ce moment-là l'ARAPI, l'Association pour la recherche sur l'autisme, 1983. C'est extrêmement lié, parce qu'il y avait quand même des médecins, des chercheurs en France qui voulaient avancer dans ces pratiques-là et qui n'arrivaient pas à travailler. Très franchement, ils n'arrivaient pas à faire carrière, ils n'arrivaient pas à travailler dans le système français tel qu'il existait. Donc ça a été fondé par le professeur Leolor à Tours. Là, aujourd'hui, vous voyez sa fille spirituelle, on va dire, qui est le professeur Catherine Barthélémy, qui est aujourd'hui la première femme qui a été élue présidente à l'Académie de médecine, quand même. Et puis, du coup, sa petite fille spirituelle, qui est le professeur Frédéric Bonnet-Briot. Donc, cette instance existe toujours. Il y a eu d'autres centres qui se sont saisis aussi de cette question de l'autisme, notamment Montpellier ou encore Tours, même Strasbourg, et qui, vous allez voir, ce n'est pas anodin par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, qui sont devenus ce qu'on appelle des centres d'excellence. Et puis, il y a eu énormément de travaux autour du cerveau. La question du développement cérébral est vraiment venue en avant, et de recherche autour de la génétique. C'est vraiment le début de développement de ces connaissances. Et puis, d'associations.
Alors, je citais les plus importantes, hein, Autisme France et Sésame Autisme, qui ont particulièrement agi, elles, de leur côté, au niveau politique, et notamment faire condamner la France à peu près 5 fois de suite au niveau du Conseil de l'Europe, sur l'évolution des pratiques. Donc, vous voyez ce lien entre l'évolution des pratiques, les connaissances, et le terrain. Alors, il peut y avoir dedans des postures qui ont été prises, avec des choses qui n'étaient pas très scientifiques, mais en tous les cas, ce lien a été extrêmement vivant et très présent au niveau de l'autisme. Je prends cet exemple-là parce que je le connais. Je sais que, par exemple, pour Smith-Magenis, il y a d'autres syndromes qui ont aussi vécu, ou cette alliance, on va dire, association parentale et mobilisation politique. Et puis, tout ça pour aboutir à des recommandations de bonnes pratiques professionnelles au niveau de la haute autorité en santé. Ça a été un vrai combat, dont je me souviens, pour que la haute autorité s'en saisisse. Et les premières recommandations sur l'autisme datent de 2010, sur l'état des connaissances. La haute autorité en santé, elle a dit, ben non, nous, on ne fait pas d'état des connaissances, la science, ça bouge tout le temps, c'est vrai. Mais il y a eu un moment donné, il fallait faire un état des connaissances. Donc voilà, donc c'est ce lien-là. Donc vous voyez qu'en fait, c'est vraiment un sujet sociétal, la recherche et la politique. Donc la diapo suivante. Donc en fait, entre ce lien entre recherche et pratique, donc c'est l'exemple effectivement des recommandations de bonnes pratiques de la haute autorité en santé. Donc là, on arrive un petit peu plus près de la pratique du quotidien, c'est-à-dire normalement, tous les professionnels de santé et les professionnels du médico-social doivent s'en saisir. Aujourd'hui, à peu près toutes les situations de handicap qu'on accompagne, en tous les cas dans les associations du mouvement UNAPI, ont à peu près toutes leurs recommandations de bonne pratique. Donc aujourd'hui, c'est juste plus possible de ne pas s'en saisir. Donc il y en a pour le polyhandicap, il y en a bien sûr pour l'autiste, il y en a 5 ou 6. Pour le trouble du développement intellectuel, le volet 1 est sorti, volet 2 va sortir. Les troubles, les TDAH, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est en cours aussi d'écriture. Donc en fait, il y a aujourd'hui, et bien sûr, il y a tous ceux qui programmes de travail, vous voyez, sur psychiatrie et santé mentale, il y a aussi. Donc en fait, vous couvrez à peu près tous les handicaps. Donc ce lien-là, donc diapo suivante. Alors pour vous dire ce lien avec la recherche, parce que les gens ne savent pas toujours très bien comment ces recommandations de bonnes pratiques sont écrites, ça ne sort pas du chapeau de quelques-uns. Il y a une analyse de la littérature scientifique qui est quand même assez poussée, cette revue systématique, et je vous assure qu'en plus, elle n'utilise que les méta-analyses et les recherches qu'on appelle ECR avec groupe contrôlé. Je peux vous dire qu'on n'arrive plus à prouver grand-chose aujourd'hui quand on n'utilise que ces approches-là. Donc ce qui sort des recommandations de bonne pratique ne sort que des méta-analyses et des études contrôlées. D'accord ? Après, il y a des groupes, il y a ce qu'on appelle une revue systématique. Donc un groupe, c'est un groupe de pilotage qui fait cette revue systématique. Donc elle va analyser, retenir, ils vont faire des propositions. Donc ce groupe de pilotage, il est nommé suite à la consultation de l'ensemble des sociétés savantes qui sont concernées par le sujet. Donc voilà, ce sont a priori des experts. Ensuite, il y a un groupe, ils vont proposer des recommandations. Ensuite, il y a un groupe de cotation qui est nommé exactement de la même façon que le groupe de pilotage, c'est-à-dire ils sont sollicités auprès des sociétés savantes et ils vont valider ou non une recommandation. Ça ne se fait pas à la majorité. Pour qu'une recommandation soit recommandée, c'est 100% des votes. Une recommandation non consensuelle, il faut qu'il y ait 2 personnes qui votent contre, c'est à peu près ça, 80%, et une non recommandée, c'est 100% contre. Donc ce n'est pas si évident que ça d'être recommandé ou d'être, vous voyez, consensuel. Donc consensus formalisé, donc il y a les 5 phases. Après, il y a les lecteurs externes, et après, il peut y avoir une consultation publique. Donc en fait, et puis sachez, puisque vous êtes tous peut-être des experts ici, ou des futurs experts, très régulièrement, la Haute Autorité en Santé, elle fait des appels à participation pour les différents groupes. Vous postulez de façon indépendante, et c'est sur votre CV et vos motivations et vos expertises que vous serez ou non sélectionné. Après, on est un petit peu payé, mais pas beaucoup. Voilà. Donc, on peut continuer.
Voilà, donc ça c'est toujours sur la façon de faire, c'est fait a priori de façon relativement bien sérieuse. Diapo suivante. Ah, ça se met comme ça, très bien. Diapo suivante. Voilà, ça vous montre tout le travail qui est fait avec les tours de vote et compagnie. Diapo suivante. Alors, maintenant, on va faire le point sur... Donc là, c'était un petit peu recherche et comment ça va dans les programmes de pratique, les recommandations de bonne pratique. Aussi, la recherche, elle va infuser les politiques publiques. Alors, c'est assez... alors, si je reprends toujours dans les troubles du neurodéveloppement, en fait, il y a eu des plans autisme. Alors, les premiers plans autisme, le plan 1, 2, 3, la recherche, elle était là, en disant que c'était important de s'appuyer sur les données de la recherche, mais il n'y avait pas de budget, il n'y avait pas de lien avec les mesures suivantes. Là, c'est vrai, on peut reconnaître que dans les stratégies qui ont été mises en place, 2018-2022 et celle qui vient de sortir, les axes recherche sont l'axe numéro 1, c'est-à-dire que ce n'est pas placé à la fin, le budget n'est pas si nul, et c'est vraiment de remettre la science au cœur des politiques, de la politique publique de l'autisme pour la stratégie 2018-2022, pour celle de 2022-2027 qui s'est élargie à l'ensemble des troubles du neurodéveloppement. Vous savez, troubles du neurodéveloppement, dedans, il y a l'autisme, le trouble du développement intellectuel, le TDAH, l'hyperactivité, tous les 10. 10, c'est un gros paquet. Voilà. Et engagement 1, amplifier la dynamique de recherche et accélérer la diffusion des connaissances auprès des acteurs. On arrive du coup à 12% de la autisme, 1 à 2% de la population, TND 12% de la population. Donc voilà, diapo suivante. Alors comment le réseau UNAPI est rentré là-dedans, parce que c'est aussi, on est là pour ça. En fait, très très rapidement, dans le cadre de la première stratégie, a été créé ce qu'on appelle le GIS-TND, donc c'est le groupe d'intérêt scientifique groupe d'intérêt scientifique TND, on va dire au début, qui est en fait une émanation du réseau de recherche autisme qui avait commencé à être mis en place. Et là, très clairement, cette constitution, elle était prévue dans le cadre de cette stratégie. Donc et cette stratégie, ce GIS, il est porté par les centres de recherche les plus connus, qui sont l'INSERM, le CNRS, le CEA et l'INRIA, d'accord ? Donc, qui sont les grands centres de recherche français. Donc, c'est piloté par ces 4 centres de recherche, et il y a un groupe opérationnel de travail dedans, et il y a 4 associations qui ont été nommées pour faire partie de ce groupe opérationnel, dont l'UNAPI, d'accord ? Il y a l'UNAPI, il y a Sésame Autisme, il y a TDAH Super, je crois que c'est quelque chose comme ça, France, et il y a la Fédération des 10, d'accord ? Et puis, cette stratégie, elle a aussi prévu de mettre en place, et je vais rentrer un peu plus loin, des centres d'excellence. Donc, ça a été pareil, ça a été des candidatures qui ont été déposées par des équipes et qui ont été... il y a eu un jury international qui a choisi, il y a eu plusieurs candidats, et pour le moment, ont été retenus ces 5 centres. Et dans le même temps, parce que voilà, l'UNAPI étant partenaire, alors, donc on est dans le groupe opérationnel, et on est partenaire de tous les centres d'excellence. C'est-à-dire que quand eux ont déposé leur dossier de candidature, ils nous ont tous demandé une lettre d'engagement. C'est-à-dire on est partenaire, on fait partie des différents groupes de pilotage, et je vais vous dire où on peut être placé, et je ne suis pas toute seule à y aller. Heureusement, tout à l'heure, il y a Pierre Fenot qui va prendre la parole, et on pourrait être plus que 2. Donc voilà, et du coup, l'UNAPI s'est vraiment lancé là-dedans, et sera l'objet de la présentation suivante, pour montrer le contexte. Diapo suivante. Donc, ça, c'était pour vous dire qui était présent dans ce fameux GIS. Vous avez un site internet là que vous pouvez noter. Très régulièrement, il y a des informations, il y a des webinaires, il y a des visios. Enfin, il y a plein de choses intéressantes, qui vont vous parler des quelques 100. Aujourd'hui, il doit y avoir 150 ou 180 équipes de recherche qui sont associées à ce GIS.
Le chiffre exact, je ne sais plus si je l'ai noté. Diapo suivante. Voilà, donc ça c'était le deuxième point. Alors je cherchais, oui voilà, aujourd'hui le GIS, excusez-moi, c'est 131 équipes labellisées sur l'ensemble du territoire, 750 chercheurs, 400 équipes de recherche internationales partenaires. Voilà. Et puis, au cœur de ce groupement d'intérêt scientifique a été créé ce qu'on appelle le GRAPS, qui est le groupe de réflexion des associations de personnes concernées pour la science. En fait, ça va rassembler toutes ces associations qui sont là à côté, qui sont en fait les associations qui ont été membres, enfin qui sont membres du Conseil national de pilotage des stratégies que je vous ai présentées tout à l'heure. D'accord ? Donc ce lien entre politique publique et investissement des associations. Alors de façon très spécifique, là, l'idée c'est de monter une fois par an un colloque où l'idée c'est les gens vont se réunir et on va poser des questions aux chercheurs sur des demandes qui viennent du terrain. Donc en fait, il y a des focus groups qui sont créés toute l'année. Donc là, avec ça, la visio nous aide bien parce qu'on vient de toute la France. Du coup, il y a eu un premier colloque sur un thème transversal sur le sommeil. Il est en ligne, vous pouvez aller le voir. Il y a des personnes concernées qui sont impliquées, enfin qui parlent, parce qu'il y a une équipe en fait qui va chez elles, qui va leur poser les questions. Enfin, on va vers les personnes, on ne leur demande pas de venir dans un amphi comme ici, parce que ça, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas. Donc ça, c'est un premier. Un autre qui a été sur apprendre tout au long de la vie. Et cette année, le 30 mai, ça va être le sujet, c'est sur l'enjeu des situations dites complexes. Voilà. Donc ça, c'est un autre point où, au niveau associatif, on est assez impliqué. Diapo suivante. Donc maintenant, les fameux centres d'excellence. Alors, je vous ai voulu vous mettre des petites images dessus. Donc, ils sont aujourd'hui 5. Et puis, vous dire où on est impliqué. Alors, on est dans le... Donc, Exact, c'est le centre d'excellence qui est placé à Tours. Il infuse sur tout le Grand Ouest. Il est plus spécialement ses recherches. Alors, au niveau national, ils ont une commande... Ils vont étudier l'intérêt et l'évolution des enfants qui passent, parce qu'il doit y en avoir ici, ce qu'on appelle les fameuses PCO, les plateformes d'orientation et de coordination. Comme vous savez, souvent les politiques publiques en France, ils développent des services, mais ils ne sont jamais évalués. Jamais, on change. Donc là, on essaye un petit peu de changer la donne, et que certains services qui sont proposés, en tous les cas, puissent être évalués. Donc ça va être ce centre d'excellence qui va être chargé de le faire. Sinon, ils sont beaucoup sur... tout ce qui est neurophysiologie. Donc, ils font beaucoup de travaux sur l'étude du fonctionnement du cerveau. Et puis, du coup, et beaucoup de recherches autour de ce qu'on peut appeler l'eye tracking. En fait, c'est le traitement des informations par le cerveau. Ils sont extrêmement spécialisés là-dessus. Donc, nous, on est l'UNAPI, et du coup, là, je suis en binôme avec Pierre Fenot sur tous les groupes. On fait partie des groupes... ce qu'ils appellent des comités de recherche stratégique, enfin, de stratégie où on nous présente les différentes recherches, les financements, enfin bon, l'évolution du travail. Mais ça, quel que soit le centre. Donc, Innovand à Paris, qui est piloté par le professeur, donc là c'est le professeur Catherine Barthélémy, le professeur Richard Delorme, qui a aussi la charge de développer ce qu'on appelle l'Institut du cerveau de l'enfant, quand même eu 20 millions d'euros mis dessus, où nous sommes aussi... partenaires et impliqués. Alors plus, là, on va dire, Pierre Fenot qui va parler tout à l'heure que moi, parce que c'est à Paris. Et voilà, donc là, c'est des grosses équipes qui peuvent développer des projets européens. Enfin voilà, ça peut être des projets très pratico-pratiques, mais aussi des projets très, très, très médicaux, génétiques. Voilà, ils sont associés avec l'Institut Pasteur, enfin, qui fait beaucoup de génétique. Enfin bon, ça peut être très scientifique, on va dire, et peu pratico-pratique, mais disons qu'on est aussi dedans. Alors, CEAND, Centre d'excellence de Montpellier, avec le professeur Amaria Bagdadli, où là, il y a une commande très claire, ils sont là-dessus, sur la cohorte Marianne, et du coup, vous êtes concernés à Lille, c'est-à-dire qu'il y a un centre de prélèvement à Lille, il y en a 5 en France, 5 ou 6, c'est-à-dire qu'il s'agit de trouver des participations de femmes qui sont enceintes de 3 mois
et qui ont déjà un enfant autiste. Pas facile à recruter. Et qui veulent bien être suivis pendant 6 ans. Donc, alors, tout est fait pour leur faciliter la tâche, mais en fait, l'idée, c'est de récupérer des tas de données biologiques pendant toute la grossesse, des bouts de cheveux, des bouts de peau, de la salive, voilà. Donc voilà, si vous... J'en profite parce que pour faire cet appel, pour les rejoindre, c'est une vraie difficulté. De troisième centre, le centre iMind, qui est à Lyon, qui est beaucoup plus spécialisé sur l'adulte, qui est très spécialisé sur les comportements défis et les comportements problèmes, qui a développé notamment toutes les analyses pharmacogénétiques autour justement de l'utilisation des médicaments en cas de comportement problème et qui, comme vous le savez, n'ont strictement aucun effet. Donc, voire des effets paradoxaux, et qui va piloter la recherche sur les fameuses URTSA, les unités résidentielles pour personnes autistes très complexes. D'accord ? Et là, l'avantage, c'est que la recherche va se déployer au moment où les unités s'installent, et non pas après. Et puis, le dernier, qui est le centre d'excellence piloté par Carmen Schroeder, qui est à Strasbourg, et qui est, alors lui, très génétique, Génida, qui est de la recherche participative très importante, puisque, en fait, les personnes peuvent rentrer sur le réseau à travers leur mutation génétique, mais c'est que surtout on va les interroger sur leur vie quotidienne, et ça fait des ponts entre les différents. C'est très intéressant cette façon de travailler qu'a Génida. Et puis sinon, ils travaillent beaucoup sur leurs spécialistes du sommeil, et ils ont aussi une commande pour le suivi des UEMA. Voilà, donc on suit. Donc je vais essayer de trouver des liens. Alors le réseau UNAPI dans tout ça, avec cette recherche, mine de rien, le réseau UNAPI, c'est quand même 200 000 personnes en situation de handicap accompagnées. On est hyper concernés par les TND. Alors certes, nous accompagnons aussi des personnes en situation de polyhandicap qui aujourd'hui ne sont pas dans les TND, mais ils peuvent avoir quand même... Polyhandicap, ça ne veut pas dire grand-chose. Ils ont dedans de la déficience intellectuelle, ils ont dedans de l'autisme, ils ont dedans... Donc en fait, ils peuvent, en tous les cas, ils peuvent être concernés. Et aujourd'hui, tout ce qui est handicap psychique n'est pas dans les TND, mais à mon avis, ça va l'être dans pas longtemps. Donc, du coup, en fait, on est hyper concernés. 95 000 professionnels. On a identifié quand même pas moins de 60 métiers. Voilà, il y a au moins 60 professions dans le médico-social. Et puis, on est sur France entière, y compris dans les DOM-TOM, avec des mots-clés qui, je pense, peuvent vraiment intéresser la recherche. Le parcours, on intervient aussi, donc normalement on fait bouger quelque chose, et on est vie entière. Enfin, en général, quand on est en situation de handicap, il y a quelquefois des gens qui guérissent, mais moi j'en connais pas, voilà, à qui on pose un diagnostic, par exemple, d'autisme à 5 ans et qui soit complètement guéri. Donc ça a priori, ça n'existe pas. Donc en fait, on peut suivre. Donc en fait, cette continuité pour la recherche, elle est hyper importante. Moi, qui suis un peu dans ces sujets-là, je peux vous dire que des méta-analyses où il y a des suivis de plus de 3 ans, c'est extrêmement rare. Vous voyez, en fait, on perd les gens sur le suivi. Et nous avons cette capacité, si on rentre dans des recherches, de pouvoir se dire qu'on pourrait accompagner très longtemps. Alors, les limites de notre réseau, c'est que le médico-social, il est invisible. Vous êtes d'accord ? Il n'a même pas été vu au moment du Ségur de la santé. Donc, voilà. Donc, il est quand même assez invisible. Nos pratiques sont illisibles. Alors ça, il faut quand même le dire, c'est moi, quand je suis rentrée à la DAPI avec ma fille, j'ai demandé à ce qu'on m'explique, parce que je n'avais jamais rencontré un éducateur spécialisé de ma vie, enfin normal, je n'avais pas d'enfant handicapé, j'avais jamais eu besoin, jamais rencontré de psychologue, jamais rencontré d'orthophoniste. Voilà, j'ai demandé qu'on m'explique à quoi servaient ces métiers. J'ai toujours pas de réponse. Voilà. Donc voilà. Donc, non, mais c'est quand même un peu important. Nos pratiques sont illisibles, alors que je suis sûre qu'il y a des choses, voilà, qu'on pourrait rendre lisibles. Donc en fait, pour faire appel à nous, vous savez, un médecin, on voit à peu près ce qu'il fait, quoi. Donc du coup, on est tenté. Enfin, dans le sanitaire, ils vont faire du recrutement parce qu'ils voient bien ce qu'ils vont pouvoir demander à un tel. Nous, on est illisible pour l'extérieur. Et en plus, on est bourré d'acronymes, on est illisible. On fonctionne beaucoup en silo. Le secteur enfant, le secteur adulte, enfin voilà, fonctionne. Il y a ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas. Bon, on est beaucoup en silo. Alors, méconnaissance aussi du rôle de la recherche sur les pratiques.
C'est-à-dire comment elle peut faire ça, il y a une vraie méconnaissance de terrain et méconnaissance des pratiques dans les hypothèses de recherche. C'est-à-dire quand un chercheur pose comme il ne connaît pas bien nos pratiques, il ne les pose jamais, au niveau de ses hypothèses, elles ne sont pas bonnes non plus. Donc voilà, donc, je ne vais pas les résoudre là, mais c'est quand même les questions qu'on se pose. Et puis, on peut se sentir illégitime. Nous, famille, on n'est pas chercheurs. Moi, je ne suis pas chercheur, je n'ai pas fait du tout d'études de recherche. Plein de professionnels, voilà, vous êtes peut-être un certain nombre ici. Non, vous n'avez pas fait de la recherche, vous avez appris un métier. Et du coup, vous vous sentez peut-être illégitime. Donc, voilà, il va falloir qu'on se sente légitime. Donc, ça, c'est le réseau UNAPI tel qu'il est, que je le ressens aujourd'hui. Diapo suivante. Alors, il y a peut-être un petit peu un malentendu. Alors, je vous ai pris 2 petites images, c'est pareil, je ne vais pas résoudre ici, mais c'est pour lancer le débat. Alors, cette petite image des Shadocks, c'est-à-dire que c'est vrai que les chercheurs, ou même nous, on dit des choses tellement intelligentes que le plus souvent, je ne comprends même pas ce que je dis moi-même. Donc voilà, on a quand même ça dans beaucoup de discours. Et puis ça, c'est une image que j'ai depuis longtemps, quand vous savez, les premiers projets personnalisés qui ont été faits autour pour ma fille. Alors voilà, j'avais des professionnels qui étaient là. Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Où allons-nous? Enfin voilà, des choses très très larges. Puis moi, je leur disais, mais quand est-ce qu'on mange, quoi? Non, mais ce que je veux dire, le côté pratico-pratique, il y a vraiment ce côté-là. Bon, petit à petit, ça commence à avancer. Vous voyez, des objectifs précis, avec le moyen précis. Voilà, on va apprendre à votre enfant à être propre, ok, mais il va y aller combien de fois par jour? Qui s'en occupe? Vous voyez, de mettre en face un peu des... Bon, ça commence à avancer, mais il y a 30 ans, ce n'était pas du tout comme ça. Ce qui fait qu'il y avait des projets personnalisés qui étaient exactement le même à 6 ans et à 20 ans. Mais exactement, socialisation, communication, autonomie. C'était les 3 termes, et en face, il n'y avait rien. Donc voilà, on avait tout travaillé, mais on ne savait pas comment. Donc voilà. Or, quand même, une image positive pour nous tous, eh bien, je trouve qu'il y a énormément de concordance entre le projet personnalisé et une démarche scientifique. Donc en fait, on est mûr. Parce que normalement, on doit faire, pour poser une question, on va observer, on va faire une évaluation multidimensionnelle avant de proposer quelque chose. Et là, on va se poser des hypothèses de travail. On va a priori, on va expérimenter, mettre en œuvre, vérifier au fur et à mesure si ça marche. C'est pour ça qu'il y a cet échange entre résultats et expérimentation, faire adapter. Et puis, on va interpréter. Est-ce que la personne, par exemple, a fait des progrès là-dessus? Est-ce que, on doit bouger? Je ne vais pas rentrer tout ça. Et avec des flèches qui, effectivement, l'interprétation, elle va avoir un effet sur notre hypothèse, un effet sur l'expérimentation. En fait, normalement, un projet personnalisé, il se travaille un peu comme ça, et dans une démarche de recherche aussi. Donc, en fait, on est sans doute, donc diapo suivante, on est sans doute fait pour se rencontrer entre la recherche et toute la communauté que nous représentons, cette fameuse triple expertise dont vous avez parlé. Donc, d'aller même, aujourd'hui, je pense qu'on en est plus dans l'image jaune, voilà, où chacun a une idée, et puis voilà, on ne sait pas trop. C'est de voir comment, à plusieurs, donc, on va faire émerger l'idée, c'est-à-dire vraiment ce qu'on appelle de la mutualisation, beaucoup plus que de la collaboration. Entre collaboration et mutualisation, il y a une différence. Collaboration, c'est 2 compétences côte à côte, et la mutualisation, c'est laisser ça, c'est enrichir et modifier son savoir et sa pratique grâce au savoir et à la pratique de l'autre, ce qui est quand même une démarche un petit peu différente. Mais bon, déjà, quand on collabore, c'est pas mal, donc il ne faut pas non plus tout casser. Donc voilà, c'est pareil, j'aime bien ces petites images de montrer que là, ça pompe, pour juste aller mettre un petit bout de clou, mais si tout le monde ne pompe pas en même temps, le clou, il ne va pas être planté. Ça, c'est sûr. Eh bien, je crois que j'ai débordé mon temps. Pas beaucoup. Et je pense que j'ai terminé. Un grand merci, en tout cas. Merci beaucoup, Madame Biette, pour cette belle introduction au sujet. Et pour approfondir un petit peu ce que vous avez posé là, nous laissons maintenant la parole à Monsieur Pierre Fenot, qui est administrateur à l'UNAPEI et pilote de la commission recherche, et Charles Motte, chargé de mission. Vous pouvez vous installer ici ou ici. Les micros fonctionnent aussi, comme vous le préférez. Vous avez publié un guide dont Madame Biette a parlé, un guide qui s'appelle « Recherche et handicap, des clés pour agir ». Il est d'ailleurs à disposition dans la salle si vous souhaitez le prendre.
Et cela fait vraiment écho à ce que l'on porte, nous aussi, au Papillon Blanc de Roubaix-Tourcoing. C'est d'ailleurs pour ça que l'on a repris aujourd'hui le titre de ce guide pour notre colloque du jour. Et on vous laisse donc nous expliquer l'attention que porte l'UNAPEI à la recherche et votre préoccupation aussi à faire le lien entre recherche et le terrain. Merci, bonjour à toutes et tous et merci beaucoup de l'invitation. Alors moi je suis effectivement administrateur de l'UNAPEI, j'ai 2 enfants qui sont des jeunes adultes autistes et comme je suis médecin et chercheur, on m'a demandé de m'occuper d'une commission recherche au sein de l'UNAPEI. Juste, c'est un plaisir aussi de revenir ici parce que j'ai travaillé 28 ans au CHU de Lille à partir du début de mes études de médecine, même s'il y a beaucoup de bâtiments nouveaux, etc. Et le métro, lui, est arrivé en 1993. Donc, j'ai connu l'époque sans métro, puis avec métro. Alors, juste, donc, une commission recherche. Donc, pourquoi une commission recherche? Eh bien, on voulait mieux orienter les recherches autour des besoins, des attentes et des droits des personnes handicapées que nous accompagnons, mais aussi leurs proches aidants, les professionnels qui les accompagnent. D'une part, ça nous semblait très important donc de nous impliquer avec les équipes de recherche, de connaître les résultats de la recherche, avant tout pour améliorer nos pratiques d'accompagnement, mais aussi pour les plaidoyers qui sont importants en faveur des personnes handicapées, se basant sur la recherche. Et Sophie Biette en a déjà parlé, par exemple, pour des recommandations de pratiques. Et puis, prendre vraiment place dans la recherche sur le handicap, et on le reverra à la fois comme ouvrant nos établissements à la recherche et aussi suggérant des projets de recherche, tout particulièrement les recherches participatives, on en parlera, et par ailleurs une recherche qui implique à la fois les personnes handicapées, je ne sais pas s'il y a un pointeur qui marche, oui voilà, les personnes handicapées, leurs familles, les professionnels, les associations, ce qu'on appelle la triple expertise. Alors, d'abord, on essaie de couvrir tous les champs. Hein, ça va donc depuis la science médicale aux sciences humaines et sociales, technologie et numérique, donc pour essayer de tout couvrir, enfin, autant que possible, parce que tout ça est important, allant du plus fondamental au plus appliqué. Donc, vous voyez, ça peut être éducation, travail, santé, accessibilité, droit, politique publique, et biologie, sciences éducatives. Enfin, voilà, c'est ouvert à tout, bien entendu, tout peut être utile. Et notre commission, en pratique, au départ, a fait un état des lieux des projets de recherche qui existaient au sein du réseau UNAPEI, qui n'est pas exhaustif et qui doit être mis à jour. Alors, quelquefois, même avec des approches critiques hein, de certains projets, en disant celui-ci, a-t-il un groupe contrôle, est-il fait vraiment avec une équipe universitaire? Et puis, plus récemment, ça a été plus peut-être d'inviter des équipes de recherche à présenter leur projet de recherche, et tout particulièrement ces derniers temps les centres d'excellence troubles du spectre autistique. Participer alors ou développer des projets de recherche. Donc la participation, c'est ouvrir alors c'est pas la recherche participative, c'est le simple fait de participer, j'allais dire, c'est pour ça que le terme, et on y reviendra, et il faut se méfier des termes un peu larges et qui peuvent vouloir dire beaucoup de choses. C'est en fait ouvrir nos établissements au projet de recherche. Comme l'a dit Sophie Biette, on accompagne 200 000 personnes, c'est quand même énorme, et donc toutes les pathologies peuvent être couvertes, y compris les maladies les plus rares, et ça peut être la possibilité vis-à-vis des équipes de recherche de travailler avec nous, parce qu'ils cherchent effectivement des personnes pour faire leurs recherches, pouvant aller depuis les sciences humaines et sociales à des traitements, même des essais cliniques. Alors, avec le fait qu'on souhaite effectivement, et on va en parler, que ce soit des recherches autant que possible participatives. Un deuxième aspect qui est important est celui du financement, parce que cette recherche est maintenant, dans beaucoup de projets de recherche nationaux et surtout internationaux, vous êtes obligé d'avoir une association d'usagers ou de familles d'usagers, parce qu'autrement, votre projet ne passe pas. Mais nous, ça ne suffit pas, ce n'est pas juste avoir notre étiquette, on souhaite véritablement participer avec un financement. Là, par exemple, on vient de soumettre un projet, participer à un projet européen dans lequel on a un financement avec 3 équivalents temps plein pratiquement, parce qu'il va falloir qu'on trouve des enfants, qu'on leur fasse une prise de sang, qu'ils soient évalués, etc., etc. Donc c'est une vraie... un des aspects de la participation, ce n'est pas le seul, et donc c'est important, c'est une recherche qui, pour qu'elle soit bien faite, doit être financée. C'est vraiment les 2 aspects. La participation des sujets,
et le financement. Alors, la formation à la recherche des acteurs de terrain, c'est-à-dire de notre réseau, c'est vrai que là, c'est un sujet qu'on a moins développé pour le moment, qu'il faut peut-être dans un second temps, parce que, voilà, on est en contact avec des équipes de recherche, mais de là à former notre réseau, c'est voilà, quelque chose de moins évident. Évidemment, nourrir nos plaidoyers. Et quand je parlais de financement, même à terme, une des ambitions pourrait être qu'on finance des projets de recherche, évidemment pas mais avec des mécènes, parce que ça c'est important aussi, comme par exemple le fait la FIRA, on en parlera certainement tout à l'heure. Donc voilà, donc un petit peu les choses. Donc la commission, la voici, on a 23 membres actuellement, donc enfin en tout cas un grand nombre de domaines sont couverts, même sans doute pas tous, mais la commission reste ouverte. Alors on fait nos réunions en visioconférence, donc tout le monde n'est pas toujours là, mais simplement c'est vrai que quand il y a des projets qui intéressent particulièrement certains domaines, eh bien on essaie de couvrir cela. Il y a des personnes qui s'intéressent au polyhandicap qui viennent avant tout lorsqu'on parle de polyhandicap, etc. Et puis, juste de dire que voilà, les réunions qui sont faites cette année, alors c'est d'ailleurs pas exhaustif, on a notamment ces derniers temps, on a pas mal rencontré les centres d'excellence TND, TSA-TND, et par exemple, on fera à l'automne une séance sur la trisomie 21, qui est quand même voilà, un handicap extrêmement représenté dans notre réseau, avec tous les développements, y compris, par exemple, la trisomie 21 est associée à un développement précoce d'Alzheimer. Il commence à y avoir des médicaments de l'Alzheimer qui arrivent, et donc c'est l'espoir de traitement à terme. Donc c'est bien sûr important. Je crois que je vous laisse la parole. Merci. Oui, bonjour. Donc moi je suis Charles Mott, donc je suis chargé de mission à l'UNAPI sur les questions de santé et de recherche. Et donc au-delà de la commission avec qui pour laquelle en tout cas je travaille avec Pierre Fenot, on a toute une mission aussi sur comment on fait vivre la recherche un petit peu au quotidien dans le réseau UNAPI. Et donc en fait tel que moi je vois la mission de l'UNAPI aujourd'hui sur la recherche, c'est vraiment et comme le disait Sophie Biette, c'est vraiment de décloisonner les deux mondes. Donc évidemment être en lien avec les acteurs on va dire traditionnels de la recherche, donc à la fois les universités, mais aussi on a le GIS, on a certains groupes de recherche qui se forment là-dessus. Donc à la fois au niveau national, mais aussi au niveau international. Donc là, on a le CFQIPS, donc qui est le comité franco-québécois pour l'inclusion et la participation sociale. Donc voilà, avec cette idée qu'en fait, il y a aussi des bonnes pratiques à trouver à l'international. Bon, on s'est concentré sur le niveau francophone pour des raisons évidentes de simplicité. Mais du coup, voilà, c'est à la fois travailler avec ce monde-là, mais aussi se dire, et donc là, on rejoint la question de la légitimité à la recherche. En fait, tous les acteurs de terrain, en fait, sont légitimes à faire de la recherche, et on a justement besoin de leur expertise, de leurs connaissances et de leurs compétences pour pouvoir faire avancer cette recherche. Et donc, nous, à l'UNAPI, ce qu'on peut proposer, ce qu'on essaye de proposer, en tout cas, c'est vraiment cette mise en lien entre deux mondes qui ont tendance, même si de moins en moins, à s'ignorer mutuellement. Donc on peut contribuer à des projets gouvernementaux. Donc là on a parlé, tout à l'heure Sophie Biette a parlé de la cohorte Marianne, donc, à laquelle on a été associé dans la diffusion, parce que, et comme le disait Pierre Fenot, on a un réseau qui nous permet une diffusion quand même assez large, donc on essaye d'en faire profiter ces projets de recherche. Et puis plus généralement, voilà, on essaye de participer à tous les groupes de réflexion sur ces universités, ces groupes de recherche, pour essayer de faire remonter les problématiques de terrain pour qu'elles soient traitées ensuite par le monde de la recherche, et que les travailleurs de terrain puissent être associés à ces réflexions également. Donc quelques exemples de projets soutenus que je vous ai mis là. Bon, c'est évidemment très loin d'être exhaustif. Mais par exemple, je vais peut-être insister sur la coopération francophone, parce que c'est un projet qu'on a soutenu là depuis quelques années, donc via une thèse en CIFRE, donc un doctorant qui a été embauché par plusieurs ADAPI, mais qui a été soutenu par une API, et qui a travaillé justement sur comment on travaille cette transition inclusive, donc l'inclusion dont on parle aujourd'hui beaucoup. Et donc très en lien avec le comité franco-québécois. Et donc sa thèse, qui va bientôt être soutenue dans les quelques semaines à venir, a donné lieu justement à cette communauté francophone à la fois de recherche et de pratique. Et donc dans les mois, dans les années à venir, ce qu'on cherchait à faire, c'est vraiment
systématiser ces méthodologies de recherche pour pouvoir faire bénéficier les deux communautés d'une expertise particulière, à la fois française, mais aussi québécoise, et puis aussi belge, suisse, en tout cas la communauté francophone. On a également, donc là je vous l'ai mis en haut, le projet CASEPRA, qui est un projet plutôt d'économie de la santé, donc qui vise à comprendre l'impact pour les parents d'enfants avec un handicap intellectuel sur les parcours professionnels de leurs parents. Donc voilà, c'est un projet qui a été mené sur quelques années, et pareil, les résultats vont aboutir bientôt. Et puis j'ai mis le dernier qui était intéressant aussi, c'est CapFalc, qui a vraiment donné lieu aujourd'hui à une application concrète. Donc c'est un projet de recherche sur l'automatisation du FALC, donc le facile à lire et à comprendre. Donc il y a une méthode de simplification des textes à destination des personnes en situation de handicap. Et donc là, il y a eu un projet de recherche avec le privé, aussi avec le service intelligence artificielle de Facebook, par exemple, sur comment on peut simplifier la mise en accessibilité de textes, toujours avec le concours des personnes en situation de handicap, parce que c'est la règle fondamentale du FALC, mais en tout cas pour pouvoir simplifier ces textes-là. Donc voilà, pour dire qu'en tout cas, il y a des applications assez concrètes à nos projets de recherche, et dont vous entendrez peut-être parler, CapFalc, qui est en plein développement. Comme on le disait, et je pense que ça va être un peu aussi le fil rouge de la journée, nous, là où on insiste beaucoup, c'est sans nier les autres types de recherche, mais nous, en tout cas, on insiste beaucoup sur l'importance d'avoir une recherche qui est faite pour et avec les personnes en situation de handicap. D'abord parce qu'on pense que c'est un impératif de qualité scientifique dans notre domaine, parce qu'on pense qu'il y a certaines choses que la recherche ne peut pas connaître, tout simplement. Elle ne peut pas connaître le vécu, les subjectivités des personnes qui vivent certaines situations, à la fois des personnes en situation de handicap, mais aussi leurs accompagnants, qu'ils soient familiaux ou professionnels. Donc on tient vraiment à le mettre en avant. Et donc le travail qu'on est en train de mener aujourd'hui avec la commission recherche notamment, c'est d'outiller en fait les professionnels sur la recherche participative, parce que c'est vrai que c'est effectivement un terme à la mode, mais on aimerait bien essayer non pas de le faire émerger du rien, mais justement essayer de synthétiser dans la multitude pour essayer de s'y repérer, parce qu'aujourd'hui c'est assez compliqué. Et donc le faire peut-être sous la forme du guide que vous avez pu avoir là à l'entrée, mais qui serait plus centré sur la recherche participative. Et pour ça, donc on a essayé d'appliquer ce qu'on préconise. Donc on est en train de travailler par exemple avec l'association Nous aussi, qui est une association d'auto-représentants de personnes en situation de handicap intellectuel, donc avec laquelle on travaille énormément. Et donc en fait on participe à des groupes d'échange, on réfléchit à comment justement animer ces groupes d'échange, parce que on peut pas juste transposer une réunion de travail classique et demander à des personnes en situation de handicap d'interagir comme si c'était des chercheurs. Et donc ça nous pousse aussi à réfléchir à comment on fait émerger le savoir dans des situations qu'on n'a pas l'habitude de traiter quand on est chercheur. Et voilà, et avec l'importance qu'on a de ne pas refaire ce qui existe, mais vraiment de se rassembler. Et donc là, ça rejoint également à ce que disait Sophie Biette, sur la mutualisation, parce que on sait que la recherche participative aujourd'hui a donné lieu à beaucoup d'écrits, de publications, d'interventions dans des colloques. Enfin, je pense qu'on peut en voir un peu partout. Et donc nous, notre objectif, il est pas... il reste assez modeste, c'est pas de révolutionner, de trouver une solution qui n'aurait pas été trouvée, mais c'est vraiment de se dire qu'est-ce qu'on tire de tout ce qui a été fait, et comment on peut le rendre un peu plus clair à des professionnels qui voudraient se lancer dans la recherche participative, mais qui n'ont simplement pas les clés de par où on commence, parce que ça peut être assez dur. Et puis je vais peut-être vous laisser finir. Oui, donc sur un plan pratique, justement,
on souhaite se lancer, on s'est lancé sur un document recherche participative parce que là aussi le terme est assez large et il faut se méfier de ces termes qui veulent dire beaucoup de choses. Et on a voulu faire du pratico-pratique, comme dirait Sophie Biette, et avec des questions tout simples. Qu'est-ce que c'est que la recherche participative? Eh bien, c'est pas du tout évident. Quand on discute, ça peut aller simplement de l'information des personnes handicapées qui participent, qui sont sujets de l'étude, à l'élaboration complète du projet. On a des personnes atteintes de TSA de haut niveau qui ont une thèse de sciences et qui veulent élaborer leur projet. Donc la définition n'est pas du tout la même. Pourquoi la recherche participative? Eh bien, c'est pas juste pour faire plaisir aux personnes en situation de handicap, c'est aussi parce que c'est important. On parlait tout à l'heure du projet Génida, qui est un projet qui étudie un certain nombre de maladies génétiques. Et les chercheurs se sont rendus compte que c'est en interrogeant les familles qu'on retrouver certains signes cliniques d'anomalies génétiques qui n'étaient pas connus, par exemple des atteintes pulmonaires, des choses comme ça. Et puis par ailleurs, moi je suis chercheur dans un tout à fait autre domaine médical, on se rend compte que bien souvent, on n'interroge pas assez souvent les patients, et là je ne parle pas de personnes handicapées, sur les effets secondaires, sur les avantages. Et donc, d'où l'importance pour la recherche elle-même, ce n'est pas juste pour faire plaisir aux gens, c'est pour la... Bon, qui participe, ben justement, il faut aussi éviter dans des projets que par exemple, en cas de troubles autistiques, seuls les verbaux participent. Et donc, du coup, vous n'avez que les hauts niveaux, en tout cas les meilleurs niveaux, les autres ne participent pas. Et vous avez du coup des recherches dont les résultats sont tronqués. Quelle forme possible de participation? Voilà, comme on le dit, ça peut aller effectivement de la simple information, il y a des fois c'est la simple information en FALC, jusqu'à effectivement l'élaboration du projet. Le financement est important. J'en ai déjà dit un mot, il faut que ce soit financé pour que les équipes puissent être financées. Le problème aussi de leur rétribuer la participation, il faut au moins rembourser les frais de transport, etc. Après ça, il peut y avoir toute une discussion autour de la rétribution, parce qu'on peut aussi créer une sélection s'il y a une rétribution. Les aspects légaux ne sont pas négligeables, parce que dans beaucoup de recherches, par exemple dans mon domaine, dès lors qu'il est mis que les personnes sont des majeurs protégés, ils ne peuvent pas participer. Donc ça, c'est là aussi un biais. Donc, ici aussi, en fait, en analysant les textes, on peut y arriver dans de nombreux cas. Et puis les limites, tout le monde ne peut pas participer, parce qu'il y a des personnes qui, effectivement, sont d'assez faible niveau, y compris, par exemple, en troubles autistiques. Et puis, pour les chercheurs, parce que c'est une recherche qui est plus compliquée, c'est une recherche plus difficile à publier, et donc c'est une recherche moins valorisante pour des carrières. Et je vois que vous êtes surtout des jeunes ici qui font une carrière et qui ont besoin de publication, c'est quelquefois difficile. Donc c'est un des problèmes, et il faudrait valoriser cette recherche, lui donner peut-être, voilà, et aider à ce qu'elle puisse contribuer à des carrières. Voilà un petit peu quelques points. Je crois que... Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux pour cette intervention qui nous a permis de mieux comprendre les enjeux, en tout cas portés par l'UNAPEI. Nous accueillons maintenant Monsieur Philippe Chervin, qui est secrétaire général de la FIRA. Alors la FIRA, c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui a pour objet la recherche appliquée sur le handicap. Et son objectif, c'est vraiment de mettre les résultats de la recherche appliquée au service des acteurs de terrain. Je vous laisse nous en dire plus, Monsieur Chervin. Parfait, merci beaucoup. Donc bonjour à tous, je suis très très heureux d'être parmi vous parce que, comme je l'ai dit à Patrick quand il m'a sollicité pour venir à cette rencontre de votre association, c'est vraiment très très important pour moi par rapport au travail que je fais avec donc, cette FIRA qui est la Fondation internationale de recherche appliquée sur le handicap. C'est très très important d'avoir la possibilité de pouvoir parler de recherche face à des gens en fait qui travaillent dans des associations et dans le médico-social. C'est pas quelque chose qui est courant, mais ce qui me pousse dans cette démarche, c'est que en fait cette fameuse fondation internationale de recherche appliquée sur le handicap, elle a été créée il y a une dizaine d'années et avec vraiment un objectif qui est de rapprocher les acteurs de terrain et en particulier les personnes qui travaillent ou qui sont accompagnées par des associations du médico-social, de rapprocher donc ces acteurs-là aux acteurs de la recherche. C'est vraiment
la raison d'être de cette fondation. Et donc cette raison d'être, pour arriver effectivement à la faire vivre et à combler ce fameux vide qui existe, automatiquement, il est très très important en fait de pouvoir effectivement travailler avec vous, les acteurs du médico-social. Et c'est un point auquel on s'attache dans notre quotidien à la Fondation. La première chose que je voulais indiquer, c'est que on utilise ce terme d'acteur de terrain parce que c'est pratique en fait, mais je voudrais quand même vous préciser qu'est-ce qu'on entend par ce terme-là. Donc, quand nous, on parle d'acteurs de terrain, on parle d'abord des personnes handicapées, de leurs familles, de leurs proches aidants. On parle des professionnels qui les accompagnent, et c'est pour ça que le secteur du médico-social est fondamental, en fait, dans le travail que fait la FIRA. On parle aussi d'acteurs qui ne sont pas spécialisés dans le domaine du handicap, mais qui doivent prendre en compte les besoins des personnes handicapées. Ça, c'est toutes les dynamiques inclusives, hein, dont les acteurs de l'enseignement, les acteurs des entreprises. Vous voyez, ça, c'est aussi un public qui, pour nous, est très, très important. On parle aussi des militants associatifs, parce qu'on se rend compte que c'est important parfois d'utiliser des résultats de la recherche pour pouvoir argumenter des positions militantes. Hein. Les anglo-saxons utilisent beaucoup la recherche dans ce sens-là. Et donc, même si c'est peut-être un peu bizarre, mais on parle aussi des décideurs politiques quand on parle des acteurs de terrain, parce qu'on croit effectivement que les politiques nationales doivent effectivement impacter aussi le terrain et la réalité de la vie des gens, quoi. Voilà. Donc c'est dans ce groupe-là, et donc une des choses qui est importante, et dans la notion de participation, j'y reviendrai, c'est que pour nous, ces acteurs de terrain, ils sont chaque fois différents suivant le thème de la recherche. Et quand on parle de recherche participative, on se retrouve à avoir d'un côté des scientifiques et de l'autre des acteurs non scientifiques. Et suivant le sujet, ces acteurs-là vont être vraiment différents, parce qu'en fait, ce qu'il faut arriver à rassembler dans la recherche participative, ça va être des gens qui ont des connaissances sur le sujet. C'est très très rare d'avoir des acteurs qui participent à la recherche s'ils n'ont aucune connaissance sur le sujet. C'est pas un bon outil, la recherche, en fait, quelque part, pour commencer à être sensibilisé à une cause. Donc, j'y reviendrai par la suite à cette notion de participation et de voir effectivement, parce qu'on parle beaucoup de participation, mais en fait, la question de se poser, c'est qui participe. Et en fait, c'est cette notion-là que j'aborderai un peu plus tard. Donc nous, il a fallu qu'on fasse des choix par rapport à notre activité. Et l'un des premiers choix que l'on a fait, c'est qu'on ne traite pas du tout de recherche biomédicale. C'est pas que c'est... On ne veut pas dire du tout que c'est important, mais quelque part, quand on crée une fondation comme ça, il faut bien sûr prendre des décisions, se fixer des objectifs. Et on a mis ce secteur-là de côté, d'abord parce qu'on pense que peut-être on n'avait pas vraiment les compétences pour travailler là-dedans, on aurait pu les développer, mais au moins au départ, on ne les avait pas. Et aussi parce qu'il y a déjà beaucoup d'activités dans ce secteur-là, alors que pour ce qui est de la recherche qui va traiter en fait des modes d'accompagnement, des aides techniques, qu'elles soient numériques, technologiques et tout ça, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins de choses en fait. C'est pour ça aussi qu'on s'est en fait retourné et essentiellement sur ces sujets-là. Donc les recherches que l'on mène sont tout à fait en lien en fait avec l'accompagnement des personnes, donc
le médico-social, sont tout à fait en lien aussi avec tout ce qui est donc on peut appeler les aides techniques, les aides numériques et tout ça. Mais là aussi, on va se concentrer en fait sur l'usage de ces aides techniques, comment elles sont utilisées. Et ça, c'est aussi quelque chose, je pense, qui concerne les personnes comme vous, qui accompagnent les personnes handicapées. Pour en venir au cœur de mon exposé, je voulais vous présenter six critères qu'on utilise, parce qu'en fait, dans notre activité principale, c'est chaque début d'année, c'est de lancer des appels à projets. Et quand on lance des appels à projets, donc on reçoit des candidatures, et puis ces candidatures, notre métier à la FIRA, en fait, là où on a nos compétences, c'est d'être capable de les évaluer et de retenir les projets, en fait, non pas qui sont les meilleurs, mais qui sont en fait les plus proches de nos critères de sélection. Donc je vais vous présenter nos 6 critères de sélection, parce que je pense que c'est ce qui explique le mieux un peu le type de recherche que l'on soutient, en fait, en quelque sorte, en passant en revue ces 6 critères. Donc le premier des critères, c'est que pour nous, c'est important d'avoir un cadre général, et ce cadre général, en fait, on a choisi qu'il soit porté par la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies. Je pense que vous connaissez. Et surtout, on a pris en compte, en fait, les principes de cette convention, qui sont des principes de libre choix, des principes de non-discrimination, des principes d'autodétermination, des principes d'inclusion. Et en fait, on aime bien regarder si le projet qu'on nous propose va effectivement dans le sens de ces nouvelles approches, en fait, qui existent dans l'accompagnement des personnes handicapées. Et ça, c'est pour nous une première façon, en fait, de pouvoir retenir ou de ne pas retenir certaines recherches. On utilise aussi les modèles qui sont des modèles de compréhension du handicap, la classification internationale du fonctionnement et aussi le processus de production du handicap, qui est un modèle canadien. Et ces modèles-là, en 2 mots, en fait, définissent la situation de handicap comme une interaction entre les facteurs personnels donc de la personne et, d'un autre côté, son environnement. Donc, la situation de handicap est vraiment une interaction entre facteurs personnels et facteurs environnementaux, ce qui permet une vision aussi de comprendre donc ces situations de handicap. C'est pour ça que des fois, au sein de la Fondation, on grince un peu des dents quand on voit personnes en situation de handicap mental ou personnes en situation de handicap physique, parce que ça va un peu à l'encontre. Et connaissant bien Patrick Fougerolas, qui a mis en place ce processus de production du handicap, beaucoup de Français pensent que Patrick est très fier parce qu'on parle en France de situation de handicap, mais quand il voit que derrière la situation de handicap, on met le mot moteur, il est un peu déçu parce que lui, il aimerait bien que la situation de handicap, c'est quelque chose qui touche la participation sociale, les activités de la vraie vie. Et puis, on n'est pas toujours en situation de handicap. Donc, les Canadiens, qui sont précis sur les mots, disent personnes ayant des situations de handicap, ce qui aussi est un peu différent, même si c'est que du vocabulaire. Donc voilà pour le premier critère. Vous voyez cette approche un peu globale au niveau un peu conceptuel, en fait, qui nous permet effectivement de mener une première sélection sur les projets que l'on soutient. Le deuxième critère, c'est le critère de l'ancrage de la problématique de recherche. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, nous, ce qu'on essaie de voir dans les projets qu'on nous soumet, c'est si la recherche part vraiment d'une problématique de terrain.
Et ensuite, cette problématique de terrain, effectivement, elle va être transformée avec des chercheurs en problématique de recherche. Mais vraiment, le point de départ d'une recherche qui va intéresser la FIRA, c'est vraiment de partir d'une problématique de terrain. Et je pense que si on veut que des acteurs qui accompagnent les personnes au quotidien, si on veut que les personnes handicapées, leurs familles, s'intéressent aux résultats de la recherche, c'est très très important en fait que le point de départ soit une problématique qu'ils rencontrent effectivement dans leur quotidien. C'est peut-être ça qui va les intéresser à avoir envie de regarder qu'est-ce que ça a donné en termes de résultats. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on regarde attentivement, et le formulaire en fait qui permet de répondre à notre appel à projet oriente les gens effectivement pour leur demander clairement quelle est la problématique de terrain au départ en fait que vous souhaitez traiter, quoi. Le troisième point, c'est l'histoire de la recherche participative. Donc on parle aussi de co-construction des connaissances, et on a vu dans les interventions précédentes, il s'agit pour nous de rassembler les savoirs académiques, les savoirs professionnels et puis les savoirs issus de l'expérience de vie, que ce soit l'expérience de vie des personnes handicapées ou de leur famille. Et en fait, ces trois savoirs-là, ils vont être utilisés dans le cadre de la recherche, mais il est bien sûr hors de question que les personnes en fait, qui ne sont pas des chercheurs en fait, aient des responsabilités importantes au même titre que les chercheurs sur les questions de méthode scientifique. En fait, chacun, l'intérêt, c'est pas que les acteurs de terrain se transforment en chercheurs ou que les chercheurs se transforment en acteurs de terrain, ça serait une catastrophe totale. L'intérêt, c'est que, en fait, la recherche permette d'utiliser ces savoir-faire, en fait, entre ces trois niveaux-là, quoi. C'est ça qui est intéressant. Et donc, on parle peut-être de recherche mutualiste, en fait, comme l'a proposé Pierre, mais il ne faut pas que les gens se dénaturent en fait dans cette action de recherche. Il faut qu'ils aient cette capacité effectivement à se comprendre, à échanger ensemble, mais que chacun en fait garde effectivement sa compétence. Pour moi, c'est vraiment ça la question de la recherche participative. Et donc nous, ce qu'on va regarder dans les projets qu'on nous soumet, c'est d'essayer de regarder concrètement, et c'est les questions qu'on pose sur le document pour postuler, on demande qu'est-ce que fait chacun des acteurs dans la recherche, quelles sont les activités qui sont menées par le chercheur, quelles sont les activités qui sont menées par le professionnel, quelles sont les activités qui sont menées par la personne handicapée, de façon assez précise, qu'on ait une bonne idée, quoi, de effectivement cette participation, où elle commence, où elle s'arrête. Alors la participation, c'est un peu comme la démocratie, c'est-à-dire que si on pousse le bouchon très très loin, en gros, on peut se retrouver en fait à ne sélectionner aucun projet de recherche, parce que c'est jamais suffisant en quelque sorte, hein. On peut toujours faire mieux en termes de participation, on le sait bien. Mais pour nous, ce qui est important, c'est vraiment de regarder le rôle aux différentes phases. Et par exemple, il y a quelque chose qui est assez facile à voir en fait quand on reçoit la recherche, quand on reçoit la proposition de recherche au départ, c'est est-ce que cette collaboration entre chercheurs et acteurs de terrain, est-ce qu'elle a eu lieu pour préparer le document de recherche qu'on nous propose? Est-ce qu'il y a eu une préparation de la recherche en fait commune? Parce que si on part comme ça, de suite, quand même, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et normalement extrêmement bénéfique pour une participation partagée pour les différentes phases de réalisation et les phases qui vont suivre. Donc, parfois on me demande, oui, mais qui participe? Qui doit participer? Moi, j'ai tendance à dire que
chaque recherche, en fait, suivant le sujet, doit trouver effectivement dans ces 3 groupes des experts de la thématique pour participer. Et là, normalement, on a la bonne équipe, quoi. Donc la thématique, pour moi, est très très importante, en fait, dans cette dynamique, en fait, de qui doit participer. C'est un critère qui est obligatoire au sein de la FIRA, la recherche participative. C'est à la mode. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'appels à projets qui préconisent la recherche participative. Pour nous, elle est obligatoire. C'est-à-dire que si on a des dossiers où il n'y a que des chercheurs qui proposent ou qu'il n'y a que des associations qui proposent, quelque part, on ne prend pas parce que c'est vraiment quelque chose qui pour nous est fondamental, et j'expliquerai après aussi pourquoi c'est fondamental. La méthode, la méthodologie de recherche, c'est bien sûr quelque chose qu'on regarde, parce que si on ne s'occupait pas de la méthodologie de recherche, ça ne serait plus de la recherche. Enfin, pour nous, c'est important que dans tous les projets qu'on va soutenir, il y ait une méthodologie de recherche qui va être évaluée, qui doit être robuste, et c'est très très important aussi qu'il y ait un garant de cette méthodologie de recherche avec un responsable scientifique. Et ce responsable scientifique, c'est bien sûr quelqu'un qui est un chercheur, quoi. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est tout à fait incontournable dans notre appel à projet, parce que si on n'était pas carré sur ce sujet-là, d'après moi, en fait, on ne pourrait pas parler de recherche. On pourrait dire que c'est des travaux qui sont intéressants. Et je ne veux pas du tout qualifier est-ce que c'est mieux ou moins bien, mais nous, on ne parle de recherche que quand il y a une méthodologie qui est solide et qui est garantie effectivement par quelqu'un dont c'est le métier, en quelque sorte. J'en arrive au point, quelque part, qui est le 5e point, le 5e critère, et qui est celui sur lequel la Fondation a le plus phosphoré pendant ces 10 premières années de son existence. C'est le transfert des connaissances issues de la recherche vers les acteurs non scientifiques. Comment est-ce possible, en fait, pour des associations comme la vôtre, quelque part, de cultiver en fait un champ pendant très longtemps, parce qu'un travail de recherche, ça dure longtemps, ça demande quand même des efforts quand même assez grands, et à la fin, une fois que c'est fini, quelque part d'avoir aucun résultat en fait de ce travail-là. C'est un peu comme si on se met à cultiver, si je suis plutôt du sud comme vous l'avez entendu, si on se met à cultiver une vigne et qu'on recueille pas le raisin par la suite, en fait, c'est un peu pareil. Je veux dire, si on souhaite que les associations s'investissent de plus en plus dans le champ de la recherche, il faut que, quand la recherche se termine, les associations, en fait, en tirent quelque chose, quoi. Autrement, franchement, je ne vois pas pourquoi ça marcherait. Donc, nous, ce qu'on demande systématiquement à l'issue des recherches que l'on finance, ce qu'on leur demande systématiquement, c'est qu'il y a des livrables qui soient réalisés dans un format qui est adapté à des acteurs de terrain, c'est-à-dire dans un langage qui est compréhensible. Alors, si ce livrable est ciblé pour des personnes avec une déficience intellectuelle, ça va être un livrable qui va être en FALC. Si c'est en lien avec effectivement le sujet de la recherche, si le sujet de la recherche est plutôt le développement d'un outil qui va être utilisé par des professionnels, il va falloir avoir un livrable qui est adapté à cette cible-là. Mais il ne faut en aucun cas que ces recherches se terminent uniquement par un rapport de recherche très complet et par des articles scientifiques. Il faut qu'il y ait d'autres livrables. Et ce qui nous a extrêmement surpris quand on a débuté nos travaux à la FIRA, c'est que, autant vous regardez sur la recherche participative, il existe quand même pas mal d'écrits. Vous avez des écrits qui expliquent comment faire participer des personnes avec une déficience intellectuelle à des recherches, et il y a des choses qui sont quand même assez calées sur ce sujet-là. Il existe
très peu de choses sur la question du transfert des connaissances. On a été obligé, au niveau de la FIRA, pourtant on a cherché avant de le faire, de faire un livret qui explique comment réaliser ce type de produit. On a même en fait créé un nom, on appelle ça des supports d'application, parce qu'on n'a pas trouvé comment ça pouvait s'appeler, quoi, en quelque sorte. Donc, je pense que de ce côté-là, il y a un véritable déficit. Et nous, aujourd'hui, quand on soutient un projet de recherche, une fois qu'on a décidé de le financer, en quelque sorte, on devient le partenaire de ce projet-là. Et ce qui se passe le plus souvent, c'est que les projets de recherche que l'on soutient, ils vont revenir nous questionner par rapport à cette problématique. Comment on fait pour transférer les résultats de la recherche vers des acteurs non scientifiques? Et une des difficultés, c'est bien sûr de ne pas transférer uniquement vers les gens qui ont participé à la recherche. On peut penser que les professionnels, les personnes qui ont participé à la recherche, bon, ils ont quand même quelque part récolté les connaissances produites. Mais aller au-delà, c'est-à-dire comment des professionnels du médico-social qui n'ont pas participé à une recherche, mais qui sont face à la problématique sur laquelle a travaillé la recherche, peuvent effectivement acquérir ces connaissances-là. Et ça, c'est vraiment un sujet. Et parfois, des gens me disent « Oui, mais pour vous, la recherche participative, c'est vraiment très important. » J'ai tendance à leur dire bien sûr que c'est important, puisque, en fait, sans recherche participative, c'est plus difficile de faire du transfert de connaissances. Mais nous, franchement, notre objectif, notre finalité, c'est le transfert des connaissances issues de la recherche vers les acteurs de terrain. Et c'est pour cela qu'on fait de la recherche participative. Parce que si vous avez des acteurs de terrain qui participent à la recherche, automatiquement, ce transfert sera vraiment facilité. Le sixième et le dernier critère, j'irai très vite, c'est, on regarde bien sûr l'adéquation entre l'argent qu'on nous demande et les activités qui sont mises en œuvre. Ça, c'est classique, en fait, de toute personne qui finance des projets. Et donc, en fait, quand on regarde cette adéquation, on regarde aussi, est-ce qu'il y a de l'argent pour les acteurs de terrain qui participent? Est-ce que ces acteurs de terrain, ils sont à minima, on couvre leurs dépenses, ou est-ce qu'effectivement, on finance aussi le temps qui passe en fait sur la recherche? Donc ça, c'est quelque chose que l'on regarde. Et puis, on regarde aussi, est-ce qu'il y a de l'argent pour le transfert des connaissances? Parce que des gens peuvent dire, oui, on va le faire, mais quelque part, s'il y a zéro moyen pour le faire, effectivement, ça ne se fait pas. Donc ça, c'est des choses vraiment qu'on regarde dans ce dernier critère. Pour conclure, quelques petits exemples de recherche en fait, qui ont été soutenus par la FIRA pour que vous ayez en tête sur quoi ça peut déboucher, par exemple. Un jeu sérieux qui s'appelle « C'est ma vie, je l'ai choisi », vous le connaissez peut-être. C'est une recherche menée par Trisomie 21, l'Université de Mons et l'Université de Bordeaux. Et donc c'est un jeu sérieux qui permet en fait, j'aime pas trop l'expression de projet de vie, mais en tout cas c'est un jeu sérieux qui va permettre en fait de réfléchir à ce qu'on veut faire, que ce soit dans le champ, où est-ce que je veux habiter, quel type de loisirs je veux avoir en termes professionnels, éducation. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui a été construit dans une démarche très rigoureuse de recherche et qui maintenant est disponible en ligne et peut être utilisé. Le projet Mes Amours qui a débouché sur une exposition en fait qui est animée à la fois par une personne avec une trisomie et un éducateur. Et donc c'est une exposition sur tout ce qui est la vie affective et sexuelle. Et donc ça, c'est une exposition qui a été créée par un processus de recherche et qui tourne pas mal dans différents sites en France. Sujet sur le trauma crânien,
où on a interrogé des familles en fait qui ont des personnes chez eux qui ont parfois des troubles du comportement et voir comment ces familles en fait elles gèrent ces troubles de comportement. Les chercheurs appellent ça l'expertise d'usage des proches, c'est-à-dire comment elles le font en fait en quelque sorte. Et on s'aperçoit qu'au début elles ont des réactions qui quelque part sont pas très adaptées pour calmer les troubles du comportement, mais petit à petit elles vont acquérir des compétences dans ce domaine. Et après, pour transférer ce savoir des familles, ça se fait avec des ateliers théâtre où les personnes en fait jouent des mini-scènes en fait où les personnes ont des troubles. Enfin, il y a des acteurs qui ont des troubles du comportement et les familles qui interagissent comme ça et qui apprennent en fait. Vous voyez quelque chose aussi de très concret en fait en termes d'utilisation. Un projet sur la question des sans-domicile fixe et le handicap, où d'un côté vous avez des sans-domicile fixe et de l'autre côté des personnes handicapées, mais là en fait il y a des personnes handicapées qui sont dans la rue et en fait ils n'arrivent pas à rentrer dans le secteur médico-social parce que ça ne correspond pas et ils n'arrivent pas à rentrer dans les services spécialisés pour les sans-domicile fixe parce que ça ne correspond pas. Et ça a débouché sur un livre blanc. Et ça, c'est aussi un intérêt parce que ça fait bouger vraiment les choses, en fait. Hein. Et donc, c'est une traduction, quelque part, de l'utilisation des résultats de la recherche dans ce que les anglo-saxons appellent un policy paper, un document politique. Et ça, effectivement, ça peut aider sur les questions de plaidoyer et ça peut devenir donc des outils concrets. Voilà, je m'arrêterai là. J'ai peut-être un peu dépassé le temps. De toute façon, tout ce que je vous ai dit, ça va être... c'est très très bien démontré dans le projet ICED, le projet européen de M. Courbois qui est là-bas. Vous verrez, tout y est en fait dans ce projet-là. Hein. Donc cet après-midi, on aura le temps de revenir, et en particulier sur les ressources qui ont été créées à destination des acteurs scientifiques. Et c'est un projet assez exemplaire là-dessus. Et puis, il y aura aussi cet après-midi quelque chose sur les communautés mixtes de recherche. Et ça, c'est un point aussi fondamental, parce que si on arrive à utiliser les communautés de pratique qui existent déjà dans le médico-social et qu'on arrive à faire rentrer en fait des connaissances issues de la recherche dans ces communautés de pratique, ben là aussi, on va être extrêmement effectif au niveau du transfert des connaissances. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Chervin. On approche de la pause de cette matinée, et avant ça, on voulait vous proposer un petit temps d'échange qu'on va prendre. Et donc, si certains d'entre vous avaient des questions, que ce soit pour Monsieur Chervin qui vient d'intervenir à l'instant, ou pour Monsieur Fesneau, Monsieur Motte ou Madame Biette qui est intervenue plus tôt dans la matinée, n'hésitez pas. On a un petit temps pour prendre vos questions. Il faut appuyer longtemps. Oui, il y a un site FIRA. Vous l'avez dit, je sais pas. Non, mais c'est important parce que régulièrement, il y a une newsletter, et il y a aussi la présentation de ce que vous avez évoqué comme exemple et qu'on retrouve de toutes les recherches, des applications, des outils, et des outils aussi très concrets qu'on peut mettre en application suite aux recherches sur le terrain. Donc je vous invite à aller voir régulièrement parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations et d'outils. Voilà, c'était juste. Oui, merci de me donner la parole. Donc, je suis Esmeralda Gassi-Falzon, j'étais chercheuse et je suis PSH. Petite précision d'ailleurs pour les interlocuteurs, ce serait bien de dire personne en situation de handicap, ni handicapé, ni la version canadienne, etc. Enfin, bon, ça sonne très, très mal aux oreilles, ça fait mal aux oreilles d'entendre handicapé. Première chose. Deuxième chose, je découvre un petit peu le monde du handicap et le monde de l'UNAPI. Une question donc, pour l'UNAPI. Combien est-ce qu'il y a de PSH dans votre comité de
commission de recherche. Sur les 23 personnes. Je pose les questions et puis après... Oui. Et deuxième question, donc je voudrais qu'au niveau de la FIRA, qu'on revienne sur pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible pour les chercheurs individuels d'être financés par la FIRA. Je pense qu'il voulait revenir dessus, mais ce serait bien qu'on revienne dessus un petit peu. Et puis quant à mon avis sur est-ce qu'on peut faire de la recherche tout en étant en situation de handicap, je pense que ma situation est assez révélatrice. Je suis là avec le petit signe handicapé. Il faut qu'on revienne me donner le petit micro. Et actuellement, je n'ai pas de poste. Et la raison est effectivement que les institutions qui financent de la recherche ne le font pas dans une version stratégiquement déterminée par les PSH. Merci. Votre première question, c'est combien de personnes atteintes de troubles du spectre autistique étaient dans notre commission? Il y a une personne qui représente une association. Oui, il y a une personne. Et il y a beaucoup de parents. Je rappelle quand même que dans nos établissements, on accompagne beaucoup de personnes autistes avec troubles à déficience intellectuelle qui ne peuvent pas... Voilà. Oui, donc par rapport à cette question de est-ce qu'on peut financer directement en fait une personne physique en fait qui ne serait pas rattachée en fait à une structure. Donc c'est vrai que c'est un choix qu'on a fait. Je pense que ce choix on l'a fait aussi pour quelque part l'après-recherche, quoi. C'est-à-dire de savoir que les résultats en fait qui ont été réalisés dans cette recherche, après il y a des activités qui sont des activités qui peuvent être menées par des structures qui quelque part continuent à exister. C'est pour ça qu'on n'a pas souhaité apporter des financements effectivement à des appels à des personnes en tant qu'individus, qu'on ne soutient pas pour l'instant aussi, par exemple, des gens qui font des thèses, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, parce qu'aussi on ne peut pas tout faire. Peut-être qu'un jour on aura des financements un peu plus diversifiés. Mais par contre, la chose sur laquelle je voudrais insister dans notre mode de financement, parce que ça, c'est pas commun, et ça, on le fait, et on a vraiment l'intention de continuer à le faire, c'est-à-dire que le porteur de projet, c'est-à-dire celui avec qui on contractualise et à qui on donne l'argent, peut être un acteur non scientifique. C'est-à-dire que dans ce partenariat que l'on souhaite avoir, l'université peut être le porteur de projet et il doit avoir des partenaires qui sont des acteurs de terrain, mais aussi le contraire est possible. Et ça, c'est assez rare. C'est assez rare et pour nous, c'est quelque chose qui est très, très important. Et on se retrouve par rapport à des projets comme ça, parfois à des choses un peu surprenantes. Alors, quand c'est l'université qui pilote, souvent ça part assez rapidement parce qu'il y a quand même une expérience en fait de mener ce type de projet de recherche. Par contre, quand c'est les associations, effectivement, parfois le démarrage est un peu plus compliqué en fait pour trouver les marques. Mais par contre, on s'aperçoit que parfois, quand c'est avec les associations, on a des dynamiques en fait à la fin de la recherche et en particulier sur les aspects de transfert de connaissances, qui là en fait sont parfois un peu plus dynamiques en fait et intéressants. Donc pour nous, les deux montages sont possibles effectivement, mais on laisse en fait les équipes s'organiser comme elles le souhaitent là-dessus. Merci beaucoup. Je sais pas, on reprend une autre question, Émilie. Est-ce qu'il y a encore une question? Muriel. Et après, on fera la pause. Bonjour, Muriel Delporte, je suis sociologue et conseillère technique au CREAI. Je voulais poser la question de la rencontre. Philippe Chardin expliquait, et à fort juste titre, que pour construire un projet de recherche ensemble, il faut trouver des personnes qui ont des connaissances sur le sujet. Il faut pouvoir préparer ce projet, réfléchir ensemble à la méthodologie. Mais pour tout ça, il faut qu'il y ait déjà une rencontre.
Je prends un exemple très concret. Il y a quelque temps, j'ai été contactée par des professionnels d'une autre région qui disaient, voilà, on a des besoins, là, on veut répondre à l'appel à projet de la FIRA, on cherche un universitaire, est-ce que vous voulez répondre avec nous, vous associer? Et le délai, c'était 15 jours. Donc je dis, bah non, peut-être l'année prochaine, mais enfin voilà, on ne peut pas faire ça en si peu de temps. Et je pense qu'il y a probablement des acteurs de terrain qui ont des besoins de recherche, mais comment ils font pour identifier les chercheurs et réciproquement des chercheurs qui vont avoir envie de creuser des thématiques et qui aimeraient beaucoup partir sur des recherches participatives, mais comment font-ils pour voilà, comment on fait pour se rencontrer en fait? Est-ce que vous avez identifié des espaces où on peut se rencontrer? Vous voulez bien, vous voulez... C'est justement, ça faisait partie de nos diapos, c'est que c'est à faire aujourd'hui. En fait, c'est deux mondes qui ne se connaissent pas. Nous-mêmes, on a des pratiques. Alors souvent, les chercheurs, ils peuvent être dans des centres hospitaliers. Donc du coup, ils vont relever, enfin travailler au niveau local par rapport avec les associations de patients, d'accord, ce qui est un peu différent des associations liées au handicap. Mais aujourd'hui, non, ces lieux-là, ils n'existent pas vraiment. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'UNAPI est un petit peu plus repéré, je vous dis, c'est s'appuie sur les politiques publiques, où en fait, vu qu'il y a eu cette création du GIS, en fait, c'est à travers en fait, aujourd'hui, dans les troubles du neurodéveloppement, l'interlocuteur, c'est le GIS. Très clairement. Vous voyez, le groupe d'intérêt scientifique, ils sont joignables. Donc, en fait, il y a un chargé de projet. Il y a, je vous dis, 131 équipes de recherche derrière qui sont concernées qui sont labellisées. Et donc, ça permet éventuellement, voilà, s'il y a un projet, c'est le lieu où vous pouvez rencontrer les équipes de recherche qui s'intéressent aux troubles du neurodéveloppement aujourd'hui. Elles sont toutes là. Oui, monsieur. Oui. Non, effectivement, on est en ligne. Cherchez par exemple de troubles du spectre autistique, les équipes depuis très longtemps et qui peuvent la contacter. Nous aussi, on a récemment été contactés, par exemple, par Robert Debré, qui est un des centres d'excellence, parce qu'ils ont besoin pour une étude de 100 enfants autistes. Et voilà, on va les recruter dans nos établissements en prenant toutes les précautions. C'est-à-dire qu'il y a des prises de sang, mais on va profiter de ces prises de sang pour faire des bilans, par exemple lipidiques, glucidiques, qu'ils n'ont pas eu. On va profiter pour faire une réévaluation par un psychologue du diagnostic et puis ensuite le suivi. On va faire une prise de sang à blanc pour les rôder à la prise de sang, etc. Donc finalement, avec un bénéfice à la fois pour la recherche, mais aussi finalement pour les personnes elles-mêmes et leurs familles. Voilà, donc, mais c'est parce que le réseau est connu, et quand on dit qu'on accompagne 200 000 personnes, c'est vrai que à partir du moment où on ouvre nos établissements, mais contre financement quand même de la recherche, les réseaux sont bien connus, en tout cas dans nos domaines.